Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. On est le vendredi 7 juin et nos chroniqueurs ne sont pas encore en vacances. Présentation en musique de la Dream Team. On commence à ma droite, c'est le Zinedine Zidane du cyclisme. Il fait des miracles avec son guidon. C'est notre champion d'Europe et vice-champion du monde Masters, le capitaine Yann Dujarrier du club de Vélizy 78. Bonjour Mickaël. Le Zinedine Zidane. Il faut quand même. Là, je trouve que c'est trop. C'est trop. C'est trop. La Zizou, pour moi, ça fait partie des icônes quand même. Et donc non. Vous êtes quoi, Adil Rami, c'est ça? Je suis pas à ce Vous êtes niveau. sur le bord de la touche. Voilà. on peut dire ça. On passe de l'autre côté à musique. Elle nous vient tout droit de Versailles. Elle est aussi sensuelle que douée sur les barres de pole dance. C'est toujours un plaisir de la recevoir. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, est avec nous. Bonjour. Pendant 1 heure. Très bien, je suis ravie d'être là. Comment allez-vous? Très bien, en plus je suis avec le Zinedine Zidane du cyclisme. Vous avez de la chance. Ah là là. Avec plutôt des cheveux. Adil apparemment. Il est trop modeste. On passe de l'autre côté à musique. Il nous vient lui aussi de Versailles. C'est un chroniqueur redoutable qui n'hésite pas à plaquer ses adversaires dans cette émission. Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, salut à tous, forme et bonheur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous plaquez vos adversaires? Oui, et pas d'autres adversaires féminines. On passe de l'autre côté, musique, lui aussi adore plaquer ses adversaires. Il ajoute à cela un humour redoutable. La légende, le mythe, notre super chroniqueur, ex-entraîneur de plaisir, Jean Miss, est avec nous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. On vous sent très concentré pour cette émission. Je suis préparé. Là, j'ai révisé tout, donc impeccable. Vous leur faites peur en tout cas. Oui, mais c'est pour ça, j'ai l'intimidation d'entrée. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de football. L'ex-entraîneur et joueur du PSG Laurent Fournier a signé avec le club de Poissy. Nous ferons également un coup de projecteur sur le foot US. Les Templiers d'Elançon ont perdu en demi-finale de conférence. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler de football féminin. Du football féminin, donc pour commencer, l'équipe de France débute son mondial ce vendredi 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Les joueuses de l'équipe de France se sont entraînées ce lundi 3 juin à Clairefontaine. Malgré une météo un peu capricieuse, des jeunes de Croissy-sur-Seine ont pu assister à la séance depuis les tribunes et encourager leurs protégés pendant plus d'1 heure. On les écoute. J'aime bien, ça me donne envie de crier allez les bleus. C'est bien, parce qu'on les voit pas tous les jours. C'est des professionnels. Allez les bleus. C'est pas tous les jours qu'on peut les voir, c'est des joueuses professionnelles, c'est magnifique. Ça me donne envie de devenir pro, d'y aller. Après les tribunes, direction les terrains, la matinée s'est terminée par une séance de dédicace avec les joueuses. Tous ont voulu un souvenir de cette journée mémorable et cela a fait plaisir aux joueuses de l'équipe de France. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence, donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie, donc on en prend, c'est bien. Ça fait plaisir, En plus, il y a beaucoup d'enfants. Et c'est vrai qu'à notre âge, on rêvait de ça. Ils font beaucoup de bruit aussi. Ouais, c'était une belle surprise ce matin, c'était agréable. L'équipe de France s'est entraînée à Croissy-sur-Seine à huis clos pour le dernier entraînement avant le match ce jeudi. La question sur ce thème, quand on voit ces images, le football féminin peut-il rivaliser avec le football masculin? Vous votez. Oui ou non? Pierre, il faut vous décider. Ouais, ok, vas-y. On fait un petit duel entre Jean et Pierre. Alors Jean, vous, non. Pour vous, non. Non. Voilà. L'autre question. On passe à la question suivante. Non, pour moi, c'est le propre du sport féminin actuellement. C'est malheureusement moins suivi. Alors encore là, elles ont de la chance parce que c'est retransmis. Les chaînes de télévision s'en accaparent, se les accaparent, donc tant mieux pour elles. Mais jusqu'à présent, quand même, il n'y avait pas beaucoup de diffusion et donc pas beaucoup d'engouement et d'intérêt pour le sport féminin. Il y en a un peu plus maintenant, mais de là à ce que ça vienne au même niveau que le football masculin, j'y crois pas encore. Trop vraiment. Précoce pour vous? Oui, pour moi c'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ça viendra peut-être, mais pas en ce moment. Il y aura pas, même avec les retransmissions, il n'y aura pas le même engouement qu'il y a eu pour la dernière Coupe du Monde masculine. Ça, j'en suis certain.
Pierre Chevalier, c'est à vous. Et moi, je pense que c'est un contexte favorable. C'est-à-dire que si on parle médiatisation et sport, c'est-à-dire sur ces deux points-là, sur le côté médiatisation, on est en pleine évolution, on est en pleine construction du football féminin et de son impact. Là, ce dont on va profiter, c'est justement que la Coupe du Monde soit organisée en France. On sent déjà le buzz depuis quelques jours seulement. C'est-à-dire, c'est peut-être la différence par rapport aux garçons, c'est qu'une Coupe du Monde qui est organisée en France en 98, on en parlait déjà depuis de longues semaines. Là, le buzz et la médiatisation est arrivé un petit peu tard, mais elle est là. C'est-à-dire que là, on en parle beaucoup. Toutes les télés sont branchées pour le match France-Corée de ce soir. Et donc là, on va bénéficier justement de cet engouement-là en termes de médiatisation. On voit les jeunes là qui sont mobilisés sur le tard, mais ils sont là. Côté sportif, c'est encore évidemment assez déséquilibré, mais pour répondre vraiment à la question en disant est-ce que le football féminin peut rivaliser ? Oui, après ça s'inscrira dans le temps. Ça sera peut-être pas tout de suite. En revanche, quand on voit des équipes comme l'Olympique Lyonnais avec les triples titres de championne d'Europe, elles ont des palmarès que certains clubs de garçons n'ont pas. Donc c'est sûr qu'on est en retard. On est en retard de ce côté-là sur la mise en avant et la médiatisation. Mais peut rivaliser, oui, sur le côté sportif. L'attrait des matchs de football féminin est là. J'entendais ce matin parler un technicien de Canal qui justement parlait des retransmissions des matchs de foot féminin. Jusqu'à maintenant, avec une seule caméra. Et désormais, ça va évoluer, il y aura plus de caméras et donc plus de possibilités de montrer la vitesse du football féminin, l'élégance et le côté technique et aérien du football féminin, qui de ce côté-là n'a pas grand-chose à envier aux garçons qui sont un petit peu plus physiques ou sur l'impact justement physique. Donc oui, côté sportif, je pense qu'on peut rivaliser, ça prendra encore du temps, mais la Coupe du Monde en France est une très belle étape et une très bonne étape pour justement médiatiser le foot féminin. Je voudrais juste rajouter que on le voit quand même. Le match d'ouverture a lieu au Parc des Princes et non pas au Stade de France. Donc c'est déjà quand même. C'était pour avoir un stade à 100% plein et un stade de football aussi. Donc justement, c'est bien la preuve quand même que ça crée pas l'engouement attendu peut-être où ils sont encore conscients que ça va pas soulever les foules, puisque sinon ils auraient fait le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France. Après ça s'est jamais vu finalement un match de ce type au Parc des Princes. Eh ben oui, donc justement, c'est pour ça que je dis que on est loin encore. Hélène. Ouais, peut-être qu'ils préféraient, c'est ça, avoir un stade plein et comme disait Pierre, on est juste face à un décalage énorme de médiatisation, de temps, d'organisation entre hommes et femmes. Après, si on compare avec les Coupes du Monde masculines, enfin, on peut même pas du tout comparer. Finalement, il n'y a que le temps qui peut faire les choses. Après, il faut des partenaires, il faut plus de communication, plus de tout ça, mais au niveau performance... Il y a beaucoup de publicité également qui passe à la télévision qui mettent en scène les joueuses de l'équipe de France, ce qui n'était absolument pas le cas il y a encore 5 ans. Ouais, voilà, vous le dites, c'est trop récent en fait pour qu'ils puissent encore se soit inscrit dans les mentalités des personnes que la Coupe du Monde féminine ou le foot féminin a le même impact que le foot masculin. C'est les réseaux sociaux qui sont aussi très, là pour le coup, très on va dire peut-être en avance sur la partie télévision, et les footballeuses féminines sont assez présentes sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a une pub qui a fait pas mal de buzz sur des internationales allemandes, justement, qui comparent, qui cassent le dos, qui cassent les clichés justement de comparaison entre les femmes et les hommes au football, qui a fait pas mal de buzz. Et je pense que là, on va voir les Kylian, les Adil, les Boubacar qui vont être remplacés dans l'esprit des supporters par Wendy et autres filles dont on va parler là. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais elles vont être sur le devant de la scène. Yann Dujarrier, on vous a pas encore entendu sur la question. Donc vous étiez plutôt de l'avis de Jean. Alors, moi, je pense qu'on va vivre. Alors déjà, la première chose, ça va dépendre des résultats de l'équipe de France. Et en effet, je pense qu'elle va aller très loin parce que depuis quelques années, ils sont toujours présentes, elles sont toujours dans le Final Four. Elles atteignent les demi-finales de toutes les belles compétitions. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on va vivre avec elles toute cette compétition et on va les accompagner jusqu'au bout. Et j'ai peur que derrière, elle retombe de l'anonymat très rapidement parce qu'il n'y aura pas de suivi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit de voir la finale de la Ligue des Champions de féminine, qui est retransmise en général sur une chaîne de la TNT. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément enfin, on n'en parle pas et on ne voit pas le quotidien du championnat de France. On ne voit pas le quotidien de la Ligue des Champions. On ne voit que les derniers matchs. Là, c'est trop anonyme pour vous, pour l'instant ? Complètement. Et donc, pour moi, on va avoir un gros focus pendant 4 ou 5 semaines là sur la Coupe du Monde féminine. On va en parler énormément, mais derrière, même si l'équipe de France, et c'est vraiment tout ce que je souhaite, est championne du monde, même si elles y arrivent, le soufflet peut retomber. Ouais, pour moi, je pense, j'espère me tromper, mais je pense que le soufflet retombera très rapidement derrière. Croire, moi, justement alors c'est pour l'instant un effet de mode et il y a beaucoup de débats en ce moment, je disais, est-ce que c'est la même chose, le foot féminin, le foot masculin. En retransmission, il y a quand même en Ligue des Champions, il y a la finale, enfin pas la finale, en D1 quand le PSG rencontre l'Olympique Lyonnais féminin, c'est un peu le choc sur Canal, c'est le choc de l'année. Donc aller-retour, là il y a un peu de retransmission, de médiatisation. Mais j'ai vraiment envie d'y croire dans l'esprit et surtout dans l'état d'esprit dans lesquels les filles abordent ça, en disant il n'y a pas de raison qu'on puisse pas être comparable. Après, il y a dans le temps un gros décalage de médiatisation et de mise en avant, on l'a dit. Mais j'ai envie d'y croire à cet engouement-là et à cette fraîcheur qui semble le poindre pendant la Coupe du Monde et espérons-le après. Ce qui est sûr, c'est que les supporters du foot masculin, du foot que l'on peut voir tous les jours et dont on entend parler tous les jours, beaucoup vont découvrir un nouveau football et je pense qu'ils ne seront pas déçus parce que techniquement, c'est vrai que les matchs de foot féminin sont beaucoup moins hachés, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Ça va moins vite. Justement, est-ce que ça plaît, Jean ? Bon, c'est toujours l'éternel débat, mais bon, on a quand même tous tendance à dire quand même que ça va moins vite. Je veux dire, c'est sûr que techniquement, c'est peut-être plus encore, je suis pas sûr. Sincèrement, peut-être le problème des caméras également, comme vous disiez tout à l'heure, Pierre Chevalier. Non, ça va moins vite. C'est ça. Jusqu'à maintenant, le technicien citait ça en disant, c'est filmé que d'une caméra. Un seul plan qui écrase un petit peu la perspective et qui surtout qui ne rend pas du tout l'impression le rythme et la vitesse que le foot féminin produit. Contrairement aux garçons qui ont une quinzaine, une vingtaine de caméras. Et là, pendant la Coupe du Monde, a priori, les différentes chaînes impliquées vont mettre plus de moyens de retransmission sur les terrains des compétitions et on devrait voir là vraiment la vitesse réelle. Moi, je vais juste faire le comparatif avec le cyclisme féminin. C'est vrai qu'on commence aussi à voir un peu plus souvent depuis quelques années du cyclisme féminin où dernièrement sur les grosses coupes du monde où justement il y en a quelques-unes où il y a les filles qui courent en même temps que les garçons, et bien on avait un focus sur les filles pendant 50 km. Je suis désolé, mais oui, en effet ça va moins vite, mais les filles elles s'en mettent plein la gueule pendant la course. Donc du coup il y a un vrai intérêt, il y a un vrai, mais voilà, c'est physiologique, mais ça n'empêche que c'est pas pour autant que le spectacle était moins sympa. C'est la nature, c'est pas une question de spectacle, c'est une question que c'est comme ça, c'est la nature qui fait ça. Puis alors, moi personnellement, ça m'énerve un petit peu. Ça me gonfle qu'on veuille toujours mettre le sport féminin au même niveau que le sport masculin. Pour moi, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas la même chose. Ce n'est pas comparable. Pour moi, c'est pas comparable. Donc pourquoi essayer de les mettre alors que dans les deux cas, chacun a ses charmes, ses avantages, ses inconvénients. Mais on peut pas comparer. Pour moi, alors comme il parle de cyclisme, je fais une parenthèse sur le rugby. Le rugby, c'est sûr, oui, c'est pas mal, mais ça va beaucoup moins vite. Il y a beaucoup plus de fautes de main, ça va beaucoup moins vite. C'est pas comparable pour moi, on peut pas comparer. Donc je pense qu'il faut arrêter d'essayer de mettre le sport féminin au niveau du sport masculin. Et pour la pole dance, c'est comment du coup c'est complètement. La pole dance pour les hommes et les femmes. C'est complètement déséquilibré, c'est inversé. Donc c'est un milieu très féminin. Parce que tu nous as pas vu encore faire de la pole dance. Du Quidditch. Mais viens, non mais c'est ça. Non mais voilà, c'est complètement déséquilibré. Donc évidemment, après au niveau des performances, on fait pas de différence nous au niveau de la pole entre les hommes et les femmes. Les femmes pratiquent comme des hommes, les hommes comme des femmes. Chacun a des styles vraiment très différents et les capacités physiques, même si elles sont, parce qu'on est physiologiquement différents, même si les capacités physiques sont différentes, on peut quand même faire des performances égales nous dans les deux sexes. Alors après, nous c'est quand même plus gracieux à la pole dance de voir une femme qu'un barbu, un vilain, un poilu. Non, mais c'est parce que tu dis ça parce que c'est un peu comme en foot.
foot, on est habitué à voir des hommes faire du foot. Et en pôle, on est habitué à voir des femmes faire de la pole. Non, c'est que ça va réellement moins vite quand même. Alors là, c'est pas pareil pour tout je voulais sport. juste- Rapidement, parce que j'aimerais aborder une nouvelle thématique. À Roland-Garros, par exemple, les derniers billets qui sont vendus, ce sont toujours les billets pour les demi-finales féminines. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a un attrait qui est moins important, et pourtant, Justement, il y a peut-être aussi une question d'argent aussi dans le football masculin. Il y a beaucoup plus d'argent que dans le football féminin. Alors, pour rappel, techniquement, il n'y a pas de joueuses professionnelles de football en France, puisqu'il n'y a pas de ligue professionnelle. 161 sur 290 joueuses de Division 1 disposent de contrats fédéraux qui leur permettent d'être rémunérées. Les joueuses gagnent 2494 € en moyenne. Un joueur de D1 masculin touche en moyenne 108 422 € mensuels. c'est honteux. Soit un Voilà, ratio. voilà la différence aussi, peut-être. C'est une énorme différence, et c'est surtout pas comparable. Et le plus gros budget est celui de l'Olympique Lyonnais avec 3,5 millions d'euros. Et l'équipe masculine de l'Olympique Lyonnais, c'est 285 millions d'euros. C'est vrai que ça résume un petit peu l'attrait des partenaires déjà, des télévisions aussi, malheureusement, avec ce statut qui est, vous le citiez, elles sont sous contrats fédéraux. Alors, en D1, il n'y a pas de contrat de ligue professionnelle, donc elles ne sont pas professionnelles. Ce sont finalement deux mondes complètement différents. Et il y en a énormément. L'armée de footballeuses féminines en D1, D2 qui ont 2 emplois et qui galèrent même à joindre les deux bouts quand elles s'entraînent assez loin et qui sont pas tellement plus haut que le SMIC en cumulé entre un emploi et le football. Pour être une grande championne au niveau de la Ligue 1, Ligue 1 féminine, je suis à peu près sûr qu'il faut la même quantité d'entraînement qu'un mec qui fait de la Ligue 1 masculine. Ah oui, bien sûr. Et bien, comment? Je suis pas sûr qu'il. Non. Ah mais si, l'entraînement, au niveau de charge d'entraînement, la charge d'entraînement, c'est la même. Sauf que les filles, à côté de ça, elles vont aller bosser à côté. Les mamans vont s'occuper en plus de leurs enfants. Donc c'est honteux. Je suis désolé, c'est honteux. Il devrait y avoir 10% de prélevés sur les salaires des footballeurs masculins qui devraient être reversés au football féminin. Ça serait une proposition. L'équipe nationale de Norvège, Norvège féminine pour cette Coupe du Monde là est en gros financée par les garçons qui ont lâché une partie de leur prime pour que les filles puissent participer. Je voyais la prime que les filles pourraient la prime que les filles pourraient avoir si elles sont championnes du monde, c'est ridicule par rapport à ce que les garçons ont pu avoir. Alors les garçons, comme du coup ils n'ont pas besoin d'argent, la prime ils peuvent se permettre de la donner à des associations et d'en faire don, ce qui est très très bien. Mais là les filles elles ne pourront pas, elles auront besoin de ça pour pouvoir améliorer leur quotidien. J'aimerais avoir une dernière question. Prise de position du dernier Ballon d'Or, le premier Ballon d'Or féminin, donc norvégienne, qui ne participe pas au mondial, justement en ayant pris une position assez drastique côté féminin et défense du foot féminin, en disant que les conditions n'étaient pas réunies notamment par la fédé norvégienne pour participer au mondial dans de bonnes conditions. Donc elle se met en retrait, donc on a le Ballon d'Or qui participe pas au mondial. Il y a également eu une petite polémique à Clairefontaine ces derniers jours. Les garçons ont pris place dans le château et les filles ont dû déménager dans le domaine de la voisine à Clairefontaine, donc c'est juste à côté de Clairefontaine, du centre d'entraînement, pour leur laisser la place. Comment réagissez-vous? C'est un scandale. Voilà, c'est bien la preuve. En sachant qu'il y avait 3 équipes en même temps, il y avait les jeunes également qui étaient là. D'accord, mais enfin bon, là, elle joue une Coupe du Monde. C'est quand même. Après, il y a une qualification également pour les prochaines échéances pour l'équipe de France masculine. Ouais, mais enfin, il joue quoi là? Il joue l'Andorre ou je sais pas quoi là. Faut arrêter quoi. C'est un manque de respect là par contre. Là, ça va plus loin. Pour moi, c'est un manque de respect. Elles sont installées. C'est pas parce qu'ils vont pas dormir une fois dans le château que ça va leur empêcher de mettre un pied devant l'autre quand même. Hein. Là, c'est un manque de respect là. On se calme. Oh, vous avez fâché les gens. Pierre. Il faut préciser, et c'est Dixit Brigitte Henriquez qui est la vice-présidente de la Fédé de foot, qui disait. Elles ont profité de Clairefontaine pendant 2 semaines, je crois, pour préparer le tout. Quand les garçons sont arrivés, elles ont déménagé à la voisine, qui a un château juste à côté, tout en continuant à profiter des installations sportives, les terrains de Clairefontaine. Et Brigitte Henriquez le disait ce matin, elle disait on était super bien reçus à la voisine. Il n'y avait pas de grosse différence, elles étaient hyper bien. C'est vrai que le geste fait que
c'est elles qui sont délogées par les garçons. Les garçons n'auraient pas été Par les moins garçons. bien Voilà, la c'est vrai, voisine. c'est vrai que c'est pas. On est d'accord. C'est juste pour le Mais principe. mais le faut transfert. dire qu'elles ont profité pendant 2 semaines de Clairefontaine. C'est pas l'ancien château du rugby, ça, la voisine? Ouais. Ah ouais, donc c'est le truc du rugby. un peu. On va changer de thématique. Un dernier message pour les Bleus. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Bleus, les Bleus championnes. Allez les Bleus. Alors on continue à parler de football, mais cette fois-ci masculin. Laurent Fournier, ex-joueur de Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Paris, Bordeaux et ancien entraîneur d'Auxerre, de Nîmes, de Strasbourg, du Red Star, du Paris Saint-Germain, a signé pour 1 an à Poissy, un club qui évolue en National 2. Il nous explique son choix au micro de TV 78. Déjà pour retrouver les terrains, me faire plaisir, mettre en pratique ce qu'on a appris depuis pas mal de temps. Et puis avec un objectif de formation et de faire monter la N2 en national. On écoute maintenant la réaction de son président. Il nous explique comment se sont passées les discussions avec Laurent Fournier. Lui-même avait l'envie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas la grosse tête. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'est pas venu pour la valeur de l'argent. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est un critère aussi, parce que ne pas oublier que l'AS Poissy n'est pas un club, un puissant fond. Donc je vais être très honnête avec vous. Ça s'est fait très très rapidement. 1 an de contrat, un salaire vraiment plus que correct. Et ça m'a beaucoup plu. La question sur ce thème, fait-il le bon choix? Je parle bien sûr de Laurent Fournier. Fait-il le bon choix? Oui, vous êtes partagé. Attendez. Et il avait le choix entre quoi et quoi? Voilà, parce que je pense que s'il arrive à Poissy, c'est qu'il n'avait plus beaucoup de choix. Autour de la table. Maintenant, en effet, je pense que ça va être une belle expérience. Je pense que ça peut être très très sympa aussi d'apporter tout son savoir à un petit club régional, ou même un petit club du département. Oui, d'accord, mais bon, c'est gros club quand même. Oui, mais par rapport à ce qu'il a pu voir et connaître avant. Oui, on est quand même Saint-Germain par exemple, il y a une différence. Après, dans son parcours, on voit qu'il est quand même très très fidèle. Il a vraiment une vraie empreinte, c'est-à-dire qu'il a quand même été à Saint-Etienne, il a été à Lyon, il a été à Paris, il est allé à Bordeaux en tant que joueur. Il a entraîné un peu aussi toute la France, Strasbourg, Auxerre, etc. Donc il a une vraie convention, pour une vraie conviction. Un joueur qui reste dans le championnat de France. Par contre, il est des Yvelines quand même à la base. Voilà, il est du coin, et donc du coup. Je pense que c'est très sympa et une chose est sûre, c'est que les joueurs, j'espère qu'ils vont avoir une vraie implication parce que il va y avoir une vraie progression, une vraie belle progression parce que l'accompagnement qu'il va leur apporter, ils ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir autant de qualité ces dernières années. Jean, vous étiez partagé. Oui, je suis partagé parce que j'avais la même question que Yann. Le choix entre quoi et quoi? Parce que si c'est le choix entre venir entraîner Poissy... il n'a pu entraîner depuis 2016. Voilà. Et une expérience chez le Créteil-Lusitanos. Voilà. Est-ce qu'il a eu vraiment le choix? C'était certainement une opportunité, plus pour moi. C'est une opportunité plus qu'un choix. Donc après, c'est bien, mais c'est surtout bien pour le club et l'équipe et les joueurs. Parce que, comme l'a dit Yann, c'est un garçon qui va amener son expérience. Et en plus, ils ont un projet de montée en national. Donc là, c'est tout bon, mais c'est tout bon pour le club et les joueurs qui, à mon avis, vont être attentifs au conseil et aux entraînements qu'il va pouvoir mettre en place un joueur et un entraîneur de la trempe de Laurent Fournier. C'est uniquement pour ça. Après, personnellement, je pense que c'était où il allait entraîner là, où il n'avait pas d'autres propositions. Donc pour moi, c'est pas un choix. Après, peut-être qu'il a refusé d'autres challenges également. Ça, on ne le sait pas. Donc là, on parle dans le vide. Parce que sinon, après, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas non plus une tare d'aller en National 2 avec un projet de monter en National. Surtout qu'il est quand même, il est pas en fin de carrière, parce en tant qu'entraîneur, on peut entraîner longtemps, mais bon, pour moi, c'est une plus-value pour le club et les joueurs. Pierre Chevalier. Plus qu'un choix, moi je pense que c'est une sollicitation. On les voyait sur les images là. Je pense que Carl Olive, le maire de Poissy, n'y est pas pour rien. Un ancien du foot, un ancien de Canal, et donc je pense que ça a dû être une sollicitation qui répond, pour reprendre ce que disait Yann, qui reprend, je pense, un désir, une volonté de se poser, une volonté en gros domestique, puisqu'il est du coin, de pouvoir se réinstaller dans les Yvelines et puis peut-être d'y faire son trou. Et pendant 9 ans, il a été au Paris Saint-Germain.
Voilà, et qui donc, s'entraîne juste à côté, et d'ailleurs juste à côté du futur centre d'entraînement d'ailleurs du PSG. Et fait pour reprendre ce que disaient les uns et les autres, c'est une très bonne chose pour le club de Poissy. Ils vont pouvoir en gros bénéficier de son expérience, de son réseau et de celui de Carl Olive aussi en même temps, à mon avis. Et ça va être très bien pour Poissy et pour le foot à Poissy. Qui est gagnant finalement dans cette association, Hélène, à votre avis? Le club de Poissy ou Laurent Fournier? Pour moi, plutôt le club. Après, lui, c'est sûr, c'est l'opportunité de réentraîner, de montrer un peu, d'amener son expérience son expérience et de montrer aussi qu'il est capable de faire grandir un club, etc. Mais je pense que c'est plutôt le club. 1 an de contrat, c'est pas trop court? En 1 an, on fait. Faudrait 2-3 ans, au moins. Surtout s'il y a le projet de monter en national, qu'ils y arrivent, avoir Laurent Fournier pendant une saison, monter de division, et s'il vient à disparaître derrière, ça va être un gros... Après, c'est 1 an, mais qui sera peut-être renouvelé. Voilà. Mais c'est vrai que, non, il faut... il y a toujours les problèmes financiers également pour ces clubs-là. Il y a environ 800 000 € de budget à Poissy. Forcément, ils prennent un risque. Même s'il ne touchera pas grand-chose apparemment sur son expérience, ils prennent quand même un risque financier en l'ayant pris. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on suive, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de belles histoires. On a vu des entraîneurs prendre des clubs, alors moins chevronnés et moins renommés que Laurent Fournier, mais prendre des clubs au niveau national et les monter jusqu'à des très... Enfin, ouais, jusqu'à la Ligue. Je crois qu'on avait un club qui était monté jusqu'en Ligue 1, une petite ville de Poissy, t'es en Ligue 2. Voilà, donc Poissy, il y a une trentaine d'années. Ah oui, voilà, il y a longtemps. Ouais. Quarantaine d'années. On n'était pas nés. Ouais, on n'était pas nés. Mais donc voilà, ouais, bien sûr que ce sont ça peut être une belle histoire, ça peut être le début d'une belle histoire. Maintenant, tout va se faire étape par étape, mais il y a quand même beaucoup de choses qui doivent s'anticiper, parce que on sait bien que dans le football ou dans le sport de haut niveau, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais c'est un projet global de la ville de Poissy. Ça ne peut être avec des jeunes également. Faut le préciser. Donc c'est faire monter le club, intégrer des jeunes, avoir une tête d'affiche qui entraîne. Et je pense que c'est une volonté globale de Poissy et de sa. Poissy qui a par exemple fait sortir un joueur comme Mba Nyang par exemple, qui joue aujourd'hui à Rennes, mais qui est passé par le Milan AC et d'autres écuries, et qui est resté 4 ans à Poissy. Donc c'est un vrai l'objectif, c'est de promouvoir les jeunes. Un vrai projet de ville, un projet de club, et sûrement que Fournier y a trouvé son intérêt pour pouvoir y répondre et faire ce choix. On va passer maintenant à notre rubrique Focus et on continue par du basket. L'entente Le Chesnay-Versailles 78 a connu un week-end magique. Les seniors se sont imposés ce dimanche 2 juin face à Paris en finale de play-off de pré-national sur le score de 92-60. Vous avez bien entendu 92-60, un résultat qui leur permet de remporter le titre en Ile-de-France et de monter en National 3. Nous avons reçu le lundi 3 juin l'équipe en plateau. On écoute le coach. Tout d'abord de la fierté, puisque c'est le travail d'une saison et même de 2 depuis que je suis arrivé au Chesnay-Versailles. Et puis un soulagement d'accomplir cette saison et de ne pas trébucher lors de la dernière marche, parce qu'arriver jusqu'au Final Four, c'était déjà quelque chose. Et puis avec le Graal au bout, c'est encore plus beau, quoi. L'équipe va donc monter l'année prochaine et va devoir recruter pour tenter de se maintenir. Ça sera l'objectif du club. Il y a un paramètre à prendre en compte. Certains joueurs ont de la bouteille, c'est le cas de Bamba Seye qui a 40 ans par exemple. La question sur ce thème, le plus dur est-il à venir? Vous votez. Oui. Non. À vous changer. Pardon, oui. je regardais. Alors Jean, vous avez été le premier à prendre votre petit... Et forcément, il passe du niveau régional au niveau national. Et au basket, c'est compliqué parce que là, il va falloir qu'il recrute énormément. Et autant un joueur comme Bamba Seye, qui m'excuse. Bamba a pu, et il le rapportera encore, d'ailleurs on le voit là, et il le rapportera encore certainement par rapport à son expérience l'année prochaine. Parce que Bamba, lui, a connu la Nationale 1, la Nationale 2, la Nationale 3. Sauf que là, il a 40 ans, et là, on peut pas faire autrement qu'avoir l'âge de ses artères, et qu'en National 3, ça va être un peu plus compliqué pour lui de pouvoir suivre le rythme. Alors ensuite, l'expérience, il l'aura toujours, et ce sera toujours, à mon avis, un joueur clé du groupe. Mais il va falloir qu'il s'étoffe énormément
pour pouvoir se maintenir la première année, parce que c'est toujours l'objectif des clubs lorsqu'ils montent d'une division. Pierre, est-ce qu'il faut qu'ils gardent les vieux briscards dans l'équipe ? Évidemment, s'ils peuvent le faire, oui, parce que c'est le plus dur reste à venir, parce que je suis pas sûr que c'était vraiment un objectif de la saison de monter comme ça, et finalement, petit à petit, on en parlait sur ce plateau, ils ont passé les étapes, ils ont joué pour gagner, on en parlait lors de la dernière émission. Désormais, ils y sont. En plus, sur un score un peu fleuve là, contre le Paris Basket, ils y sont. Un peu inattendu. Mais la Maillot a dû prendre grâce justement à ses anciens et grâce à l'expérience d'un joueur comme Bamba Seye et ils auront besoin, mais plus que jamais, en national, de cette expérience des gros matchs, des grosses oppositions, des déplacements, de cette exposition qui va être un tout petit peu plus importante. Donc oui, besoin d'anciens pour encadrer et accompagner la montée. Yann Dujarier, vous qui êtes un vieux briscard, est-ce qu'il faut garder les vieux briscards dans l'équipe de la LCV 70 ? J'ai quand même un souvenir d'un Karim Abdul-Jabbar qui a joué en NBA, vieux quand même. Certains joueurs, par exemple Vince Carter, à 42 ans, si je ne me trompe pas, joue encore en NBA. Voilà, donc en effet, c'est vrai qu'à 40, ça commence à être un peu dur, mais ça n'empêche qu'on peut encore progresser et les techniques d'entraînement nous aident à pouvoir... mais voilà, c'est vrai que ça demande une vraie implication. J'en parlais cette semaine en allant à l'entraînement, c'est qu'avec un copain, je disais, si on avait roulé aussi sérieusement à 20 ans que ce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu une autre carrière, une autre carrière, sans avoir été brillant, mais plus brillant, plus jeune, mais c'est vrai qu'on aurait eu, l'âge fait que on va aller plus dans le détail sur certains aspects et qui vont nous aider justement à pouvoir maintenir notre niveau ou à progresser. Donc Bamba a une vraie expérience du haut niveau, il sait ce qu'il doit faire pour être efficace. Je pense qu'il va encore lui rester quelques années au niveau national 3, il n'y a pas de souci. Et puis surtout quand on le voit, il a l'envie. Donc à partir du moment où on a l'envie, il n'y a pas de souci. Mais en effet, il va falloir parce que ça repose pas sur un seul joueur, une équipe, il va falloir un peu de renfort pour pouvoir se maintenir. Et ça va être l'objectif l'année prochaine. Le coach Olivier Patin va rester. Est-ce qu'il faut confirmer un coach qui monte, Jean? Dans la division supérieure. C'est pour ça. Je comprends le petit sourire narquois juste avant la question. Parce que je me disais, tiens, pourquoi il me regarde comme ça? J'aurais tendance à dire oui en règle générale quand même. Je rappelle un peu l'historique. Vous étiez à Plaisir et vous n'avez pas été confirmé en rugby, bien sûr. Voilà. Vous n'avez pas été confirmé en montant en Fédéral 2. D'accord, oui. Je rappelle l'historique pour les bien sûr. Alors, la logique voudrait que oui quand même, parce que il est arrivé et il fait partie intégrante de la réussite pour cette montée. Donc, pour l'avoir vécu et puis pour avoir vécu pas mal de montées en tant qu'entraîneur, je sais que c'est le résultat d'un travail, d'une communauté avec les joueurs et d'une mise en place qui prend du temps. Et dans tous les sports, c'est la même chose, le sport collectif. Donc là, le travail, il est en cours, il a déjà une avance sur le collectif, et si par malheur le club se séparait de son entraîneur, il perdrait du temps parce qu'il faudrait que le nouvel entraîneur remette en place un nouveau collectif, et en n'étant pas sûr que les joueurs adhèrent aussi bien qu'ils ont pu adhérer avec cet entraîneur-là. Donc c'est un risque. Un entraîneur qui monte, on ne doit rien changer parce que justement la mayonnaise a pris, je ne sais pas si Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire. Et donc il faut rester comme ça, il faut rester dans cette spirale de victoire et d'engouement collectif. Pierre, vous voulez ajouter Oui, je voulais juste ajouter que sans comparer à tous les autres sports, le basket semble, parce que je le pratique pas, mais semble permettre justement d'être compétitif encore. Alors à 40 ans, la récupération est plus difficile, mais l'impact physique est peut-être plus doux que d'autres sports. Je pense au rugby par exemple, où là il est difficile de jouer déjà après 35 ans. Alors au basket, on peut espérer qu'il soit encore compétitif. Il sera pas dans le 5 majeur à chaque fois, il jouera pas tous les matchs, mais ces joueurs expérimentés doivent apporter sur et en dehors du parquet.
Une dernière question, Hélène. Est-ce qu'il faut qu'ils visent le maintien l'année prochaine ? Oui, évidemment. De toute façon, ils sont tellement attendus là, d'être montés avec un résultat pareil. Le maintien et pas plus. Au moins ça déjà. Franchement, s'ils peuvent confirmer toute leur stratégie, leur technique, l'entente qu'il y a dans l'équipe et un bon recrutement. Et après, évidemment, qu'on ne doit pas s'arrêter juste à confirmer son maintien, mais ça sera vraiment le minimum. Alors, je dirais qu'il vaut mieux qu'ils visent plus haut. Parce que s'ils ont comme objectif le maintien, ils vont avoir ça dans la tête toute la saison. Et au niveau psychologique, ça peut être un mauvais signe. Alors que si, mettons, ils disent, le résultat sera le même, mais psychologiquement, c'est différent. Ils disent, il faut qu'on arrive à finir, mettons, dans les 4 premiers. C'est l'objectif, finir dans les 4 premiers. Et là, on n'aura pas ce mot maintien dans la tête toute la saison. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour cette montée. On ouvre de nouveau une page football, décidément. Dans le championnat de Régional 3, l'Étoile sportive de Trappes a terminé de la plus belle des manières cette saison en assurant à la fois la montée en Régional 2 et le titre de champion de Régional 3 lors de cette dernière journée. Ils se sont imposés 4-1 sur leur terrain contre les Mureaux. Dans le même temps, Boulogne-Billancourt, qui était premier, a perdu 4-2 sur le terrain d'Ony. Forcément, c'était le feu à Trappes. On écoute les réactions. On récupère cette première place qu'on a occupée les 3/4 de l'année, ça fait vraiment plaisir, tout le mérite en revient aux joueurs, au staff aussi qui m'accompagne, à la direction qui m'a fait confiance cette année. Et vraiment fier aussi de terminer meilleure défense de la Ligue de Paris. Sur la saison, on a encaissé 12 buts, c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment peu. Et c'est une grosse saison, c'est 0,5 buts par match, c'est ce qui a fait notre force cette saison. Très fier de tant d'années qu'on cherchait ça. Le club, il y a eu beaucoup d'investissements de joueurs, d'efforts, de sueur, de rigueur. Et très fier de faire vraiment monter ce club, moi, l'équipe. La Régionale 2, un niveau attendu par les trappistes depuis 35 ans. Pour réussir sa saison prochaine, le staff veut conserver son groupe en y ajoutant de l'expérience avec un objectif en tête, le maintien. La question sur ce thème, est-ce que c'est plus jouissif de gagner à la dernière journée que galérer toute la saison et d'arriver à la fin? Mais là, ils n'ont pas galéré toute la saison. Ils ont été 3/4 de la saison, ils étaient en première. Alors, voilà. Yann Dujarrier. Là, ils n'ont pas galéré toute la saison. Après, ils sont repassés deuxième. Ils ont bagarré pour aller chercher, mais ça n'a pas été de la galère. La galère, ça aurait été d'être deuxième ou troisième toute la saison, et puis au dernier moment, les équipes qui précèdent s'écroulent. Là, voilà. Là, c'est pas le cas. Ils ont été à la bagarre. En effet, il y a eu un moment de moins bien, mais comme tout le monde peut l'avoir dans un championnat. Après, s'il n'y a pas de défaite de Boulogne-Billancourt sur la dernière journée, ils ne sont pas champions. Eh bien, là, c'est la réussite. C'est la réussite qui fait le petit coup. Bien sûr que sur ce dernier match, ils avaient qu'une chose à faire, c'était de gagner et d'espérer le faux pas de Boulogne. Une fois qu'ils ont eu gagné, ça c'est fait. Nous, on a rempli notre contrat, on a fait notre job. Et puis, oui, la réussite fait que Boulogne se plante et donc, le titre. Maintenant, l'objectif en début de saison, c'était de la monter en R2. Il l'avait déjà de toute façon atteint au début du. Il l'attend depuis 35 ans. Oui, mais il l'avait déjà atteint depuis le début du match, avant le match. Donc, de toute façon, l'objectif était réalisé. Et la saison aurait été belle. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout dit. C'est bien Yann. Non, gagner sur la dernière journée, pour moi, ça me fait penser un petit peu à une finale. Donc pour moi, c'est comme s'ils avaient gagné une finale. Sauf que c'était pas contre l'adversaire direct. Alors, c'est pas contre l'adversaire direct, c'est pour ça que j'ai mis un bémol, mais sur le sentiment, sur la sensation, ça revient quasiment à gagner une finale, ou plutôt un match monté. Voilà, un match monté. Puisqu'ils finissent premiers, et en plus, ils montent au niveau supérieur sur la dernière journée. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont eu ce sentiment et cette impression de victoire, soit pour un match de montée, soit pour gagner une finale. Ça doit être la même joie. La fête est plus belle finalement, Hélène. C'est ce que j'allais dire. Ils sont là, ils attendent, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au maximum. Et après, c'est parce que la montée est quasiment assurée, donc dans tous les cas ils montaient, mais on peut dire que le championnat c'est la cerise sur le gâteau. Il y a toujours un truc où tant que c'est pas fait, on attend, et au moment où ils ont eu les infos, ça devait être
Ce côté jouissif dont vous parliez, c'est surtout sur l'effet de surprise, parce qu'ils ont bagarré pendant toute la saison, ils étaient quand même dans les plaques de leurs objectifs avec la montée. Ils ont toujours été dans le top 5. La montée acquise, cette cerise sur le gâteau avec un titre, à la dernière journée, oui, ça peut être jouissif, parce qu'il y a ce côté surprise de ce qui n'était pas prévu, pas forcément attendu, et c'est jouissif à la fois pour les joueurs, le staff et les spectateurs qui étaient là ce jour-là, en apprenant la nouvelle, parce que ça se fait aussi pour partie à distance. Un petit mot sur la fête, on a vu les images à l'instant, fumigène. Normal. Confetti. Normal, c'est l'esprit du foot. Voilà. Donc si on l'a pas là, on l'aura où dans les lacets du Tour de France, et puis ça s'arrêtera là. Donc non, bien sûr que il faut. Bah oui, mais quand les coureurs passent l'Alpe d'Huez, ils ont aussi fumigène dans le fameux virage des Hollandais. Mais donc non, bien sûr que le foot c'est l'esprit, voilà, les chants, etc. Et tant mieux. Et je me souviens l'avoir vécu l'année dernière avec Palaiso, qui était aussi monté de R3 en R2, et c'est vrai que c'était très sympa de souvenir pour les joueurs et pour les gamins, parce que là ils étaient là, et c'est vrai que ils le disent, on est champion. Alors on est champion de rien du tout, mais champion de régional 3, voilà, mais c'est vrai que c'est un titre, voilà, et c'est ça qui fait naître ils sont trappistes, voilà, c'est leur club, c'est leur commune, ils ont ce club dans le sang, ils ont ce club dans le cœur, et donc c'est des communions, c'est des vrais partages. Petite pensée pour Moustapha Larbaoui, qui a dû faire le job, président aussi, d'honneur, président d'honneur, qui a dû faire le job à son poste. On continue par du football, mais cette fois-ci américain. Les Templiers d'Elancourt calent en play-off de 2e division. Ce samedi 25 mai, ils ont été battus par les Gladiateurs de la Queue-en-Brie en demi-finale. Le score 15-10. Conséquence, ils ne monteront pas la saison prochaine en première division. On écoute la réaction d'un entraîneur. Une très très grosse déception, je pense qu'on passe complètement à côté du match. Comme on l'a dit en fait à la fin au duel aux joueurs, en fait c'est nous qui donnons le match, on se tire des balles dans le pied en fait tout simplement. On a un problème d'attitude, de fautes répétées qui nous pourrissent la vie depuis quelques années. Il faut vraiment qu'on règle le problème parce que c'est trop triste d'avoir un potentiel comme le nôtre et d'avoir des résultats en fait aussi mauvais. Un petit mot sur les Gladiateurs de la Queue-en-Brie, Pierre Chevalier. Je trouve, mais à chaque sujet sur le foot américain en France, j'ai ce petit plaisir de découvrir le nom des équipes des championnats, des différents championnats. Je trouve ça hyper frais. Vous enverrez le lien internet pour merci, tous les que j'aille me renseigner aussi. Ouais. Alors, en tout cas, c'est la 2e saison consécutive qu'ils perdent en demi-finale de conférence. Je parle bien sûr des Templiers d'Elancourt. La question sur ce thème, la saison est-elle ratée ? On l'a dit, hein. Oui, ratée. Oui. Sujet suivant. Hélène. Ils sont ratés, ils sont abattus, ils sont... Voilà, c'est tout. Jean ? Bien sûr que c'est pour la 2e saison. Ça fait 4 ans d'affilée qu'ils sont en 2e division. Oui, mais ça fait 2 ans qu'ils échouent quasiment. 2 ans qu'ils échouent en demi-finale. En demi-finale, donc bien sûr la déception est là parce qu'ils n'arrivent pas à accrocher justement cet escalier, cette marche supplémentaire qui leur permettrait d'accéder à la division supérieure. Donc après on a entendu, c'est l'entraîneur qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage. Bon, il est conscient quand même, mais d'après ce qu'il dit, c'est un peu dommage parce que si c'est l'entraîneur, il se dévalorise un petit peu parce qu'il dit qu'ils ont les moyens, ils ont des super joueurs et qu'ils n'y arrivent pas. Donc oui, c'est peut-être un problème mental, hein, parce qu'ils ont gagné quand même 7 victoires cette saison pour une seule défête, et ils perdent dès qu'il y a un match à élimination directe, ils perdent le premier match. Si l'entraîneur a la lucidité de dire qu'il a les moyens de montrer autre chose et qu'il n'y arrive pas, ou alors il faut qu'il se fasse aider, ou il y a quelque chose qui cloche. Parce que s'il a cette lucidité
en disant j'ai de bons joueurs, on a un gros potentiel, mais on n'y arrive pas. Quelque part, il se met lui en porte-à-faux en disant qu'il propose peut-être pas ce qu'il faut à ses joueurs, quoi. Pierre Chevalier. Je suis assez d'accord sur le côté mental que vous citiez. En tout début de saison, septembre-octobre, il me semble avoir évoqué sur ce plateau tous ensemble le premier raté potentiel. Enfin, c'était en janvier. C'était janvier. Alors janvier, je savais que c'était un début de saison. Et on avait déjà parlé à ce moment-là d'une équipe peut-être sur courant alternatif et avec en gros quelques problèmes de motivation, de mental et excès de confiance en début de saison. Et puis là, malheureusement, ça se vérifie encore avec un match à élimination directe où l'équipe est pas au rendez-vous. Pourtant mieux outillée sur le papier, mais pas au rendez-vous. Donc oui, il doit y avoir un problème de préparation mentale plus que physique ou tactique. Yann Dujarier, problème mental. Pas mieux. Oui, enfin problème mental, problème tout court. On se souvient. Ils se sont mis beaucoup de pression cette année. On se souvient, on va gagner tous les matchs. Et puis on va gagner par plus de 50 points d'écart. On va gagner de 30 points, on va gagner de 50, on va mettre des dérouillés à tout le monde. Et puis le premier match, on gagne d'un point. On gagne d'un point. Donc en effet, c'était quand même un peu compliqué de débuter comme ça. Ils se sont mis à rattraper. Ils ont fait qu'une défaite sur la saison. Et en effet, dès qu'on arrive sur les matchs à enjeu, eh bien, il y a une problématique. Donc ça veut dire que oui, il y a quelque chose à travailler. Est-ce que c'est sur la préparation physique? Est-ce que c'est sur la préparation mentale? Parce que faut pas oublier un truc, c'est que une saison, ils ont commencé en janvier et ça se finit en juin. C'est pas au mois de janvier qu'il faut être optimum. C'est au mois de juin, une Ligue des Champions. Les gros clubs de football, ils savent très bien que c'est pas les matchs de poule. Les matchs de poule, faut assurer la qualif. Et puis c'est à partir des matchs à élimination où il va falloir mettre les watts et il va falloir être très sérieux. Eh bien, c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'inspirer, se dire. Le championnat, on assure de rentrer dans le Final Four ou pour aller chercher les phases finales. Et c'est aux phases finales où il faudra être à 110% pour pouvoir aller détruire tout le monde. C'est ça le plus important. Le rugby, la phase régulière, elle est importante, mais pour être champion, il faut gagner les derniers matchs où on rencontre les meilleurs. Et là, les Templiers, ils se sont ratés encore cette fois-ci, et c'est bien dommage. Les Templiers d'Elancourt reprendront le championnat de 2e division en janvier prochain. L'objectif devrait être une nouvelle fois la montée. On passe maintenant à notre page débat. Un rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas manquer ce samedi 8 et dimanche 9 juin dans les Yvelines. La Coupe du Monde de BMX, les meilleurs pilotes de la planète vont s'affronter à côté du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au total, 250 sportifs et 25 pays sont représentés, dont la France qui comptera 9 pilotes. Et ces têtes brûlées vont se tester sur une piste qui s'annonce redoutable avec du vent. On écoute le sélectionneur de l'équipe de France au micro de TV 78. Elle est technique, c'est l'une des pistes les plus techniques du circuit, mais en même temps c'est une piste qui correspond bien au profil de nos Français, parce qu'on a parmi les pilotes les plus rapides sur le circuit, je parle au niveau des plus rapides sur la piste, donc du coup c'est plutôt un avantage qu'elle soit technique. On attend près de 12 000 personnes pendant la compétition sur une piste forcément très technique avec du vent. La question sur ce thème, ce sport est-il sous-coté ? Sous-coté, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis à sa juste valeur. C'est pas la nationalité, ce côté. Non pour vous, Pierre, vous êtes partagé. Alors on va faire un petit duel entre Pierre et Yann. Alors on vous écoute. Alors Pierre, vous commencez. Pour vous, non. Pas sous-côté, c'est-à-dire que ça dépend sur quel point de vue on se place. Si c'est toujours, par exemple, par rapport au foot féminin, est-ce que c'est d'un point de vue médiatique, est-ce que c'est d'un point de vue sportif, est-ce que c'est un point de vue spectaculaire peut-être. En tout cas, je trouve qu'il y a de plus en plus d'événements, et notamment sur le territoire saint-quentinois. Donc ça répond à hauteur du nombre d'événements nationaux et internationaux organisés. Et ça, dans la perspective de Paris 2024, où il devrait y avoir encore une montée en puissance de ce côté-là. Donc,
pas sous-coté dans son tableau de marche pour pouvoir convaincre un public de plus en plus large. C'est une discipline à la fois technique, spectaculaire. Donc là jusqu'à maintenant à l'ombre du cyclisme sur route ou sur piste, mais en pleine progression. Donc je pense qu'il est à son niveau global médiatique et sportif jusqu'à maintenant, et les perspectives des JO et de l'organisation régulière d'événements comme celui-là peuvent lui permettre de monter en puissance. Je rappelle qu'il n'y a pas de diffuseur en France sur cette compétition, cette manche de Coupe du Monde par exemple. Ah bah voilà. Donc il reste du chemin à parcourir si on veut qu'il soit mieux coté. Yann Ujari, je sais que vous avez préparé avec le plus grand sérieux cette thématique. Oui, parce que c'est du cyclisme. Ça fait quand même partie des sports que j'apprécie. Enfin, c'est le sport que j'apprécie, le sport que je pratique. Et c'est vrai que le BMX, moi j'ai eu la chance d'aller voir la finale du championnat de France il y a 2-3 ans qui avait lieu à Massy, et c'est super spectaculaire. C'est-à-dire que une manche arrive, vous avez déjà la manche suivante qui s'enchaîne. C'est-à-dire que le spectateur, il n'est pas en train d'attendre. Il y a tout le temps de l'action. On va être sur une épreuve de Coupe du Monde. C'est le gratin mondial. C'est les meilleurs mondiaux qui seront présents. Il va y avoir 280, j'ai les informations de ce matin. 280 inscrits, 280 participants, répartis en 210 hommes et 70 femmes. J'ai travaillé pour une fois. Les meilleurs mondiaux seront là. Le numéro 1 mondial, Joris Daudet. L'ancien français, bien sûr. Sylvain André, le champion du monde en titre. Qui a gagné l'année dernière. Qui est champion du monde en titre. Voilà, il a gagné le titre en 2018, ouais, c'est ça. Le champion olympique aussi. Alors là, Connor Field, pour moi, illustre inconnu, puisque très très déçu que Joris s'était planté sur la demi-finale aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que là, j'avais grosse déception. Mais donc voilà, c'est vrai que et c'est un sport qui est magnifique. Il y a des chutes. Jamais des chutes très graves en plus, donc c'est quand même important. Quelques clavicules, mais bon, ça se répare bien. Des clavicules, ça se répare bien. Des genoux également. Ça va bien. Mais voilà, ça fait partie du sport. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tension. Et c'est vrai que le départ est hyper important. Les vols que les mecs prennent entre chaque boss sont juste phénoménaux. Et puis, quand on a eu la chance de pouvoir faire un baptême sur la piste olympique, on se rend compte que ça ne demande pas juste un pédalage. Il y a vraiment une technique pour manger les bosses. Les gars ne pédalent très très peu, c'est beaucoup de pompage et de vol. Voilà, c'est quelque chose de très très spectaculaire, et j'encourage tous les Saint-Quentinois à... En tout cas, on l'a compris, vous allez prendre votre licence sur BMX. Non, alors sur la piste. Si j'avais découvert ce sport plus jeune, oui, mais aujourd'hui, je pense là. Je suis trop vieux. Les sports mieux cotés, en fait. Je suis trop vieux. Non, parce que même pas mieux coté, parce que la piste aujourd'hui souffre du même mal-être. C'est-à-dire que en France, il y a le Tour de France qui écrase tout, qui prend toute la part médiatique, et après les autres. C'est la galère pour pouvoir survivre. On va passer la parole aux autres. Yann Ujari, je sais que vous êtes passionné par le sujet. Hélène, qui vous a convaincu? Pierre Chevalier. Réveille-toi, Hélène. Je pense pas. Non, je réfléchis. Ou Yann Ujari. J'étais en hibernation. Je pense que d'un point de vue spectaculaire et puis d'un point de vue médiatique, c'est vrai que c'est pas mis assez en avant. Maintenant, c'est en ça que je dirais que c'est sous-coté. En fait, c'est plutôt mal-coté. Oui, c'est vrai. Après, j'aime bien voir Yann qui parle de ça. On a l'impression qu'il a 6 ans. Et il est au cirque, il adore. Mais non. En tout cas, un sport extrême qui est devenu olympique à Pékin en 2008. Donc, c'est quand même assez récent, mais c'est un sport olympique. Ouais, et c'est un sport qui est apparu en Californie en 1968. Ça a été créé en parallèle du motocross qui était très populaire à ce moment-là aux États-Unis. Première compétition en 70. Ça arrive en Europe à partir de 78. Premier championnat du monde en 82. Donc, il y a une histoire finalement quand même. Vous vous souvenez du nom de la première championne olympique à Pékin? À Pékin, alors. Caroline Chausson, effectivement, et Laetitia Le Corguillier. Ouais,
Elles font 1 et 2. Qui termine médaille d'argent. Tout à fait. En 2008. Ce sont les seules médailles françaises. L'année dernière, Joris, le numéro 1 mondial, est vice-champion du monde aussi. Donc voilà, les Français font partie du top niveau dans ce sport. Donc voilà, là il faut les aider, quoi. Faut les aider parce que c'est pas normal de galérer comme ça. Et ce sont des athlètes complets, quoi. Oui, c'est ça. Jean, on vous a pas entendu sur le BMX. Alors, je suis vous pas qui êtes également un grand fan de BMX. Grand fan. Justement, j'allais dire que je suis pas un grand fan de BMX. Mais alors, Yann, il me vend du rêve, quoi. Il devrait le prendre pour promouvoir la compétition. Il vend du rêve. Donc, il me fait presque aimer la compétition qui va y aller ce week-end. Il va y avoir lieu. Je vais essayer. Je vais aller essayer la piste. Ça vaut rien. C'est 15 balles. C'est 15 balles pour une journée. Ah bah, c'est trop cher, déjà, monsieur Yann. Oui, mais il y a des clavicules qui pètent. Ah, là, c'est plus intéressant. Il va y avoir. Alors, un gros intérêt, c'est qu'il n'y aura pas que la Coupe du Monde. Il y a en plus une Coupe de France avec 500 participants. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le spectacle va être continu. Et on va pouvoir, en plus, comparer justement le niveau entre les meilleurs mondiaux. Oui, mais on pourra comparer facilement le niveau entre les meilleurs mondiaux et des coureurs de très bon niveau français, quoi. Et si vous n'avez pas été convaincu par Yann Dujarrier, c'est aussi un sport qui est rentré dans la culture populaire. Par exemple, les scènes de vélo dans le film E.T. l'extraterrestre ont été doublées par des stars du BMX à l'époque. Oh là là. Voilà. Ça remonte déjà à quelques années. Ça, quelques années quand même. Vous avez tous les éléments pour vous décider si oui ou non vous allez aller. Si vous avez rien à faire dimanche, si vous avez rien à faire dimanche, et voilà, samedi et dimanche. Il y a les demi-finales du top 14. Il y a les demi-finales du top 14 à Bordeaux. Et de la réserve de Versailles. C'est la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, focus sur une citation de l'ancien champion de culturisme Arnold Schwarzenegger. L'échec n'est pas une option. Tout le monde doit réussir. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.